Les organisations régionales ne sont pas de simples salles de protocole, ce sont des arènes de pouvoir, où les costumes et les cravates masquent des enjeux profonds. En Afrique, un siège unique dans une commission fermée peut valoir plus que le bruit de dizaines de conférences. Et le plus dangereux, c'est que les batailles ne se déclarent pas en gros titres, mais se mènent en coulisses, pas à pas. Aujourd'hui, nous plongeons dans un dossier brûlant au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au cœur d'Addis-Abeba. Une analyse récente révèle une concurrence acharnée pour le siège de l'Afrique du Nord entre la Libye, le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, liée au Front Polisario. Et pour la première fois, cette République sahraoui figure sur la liste des candidats au Conseil. Un article publié sur un site spécialisé le 6 février de cette année présente une vision tranchante. Cette candidature n'est pas une simple formalité, mais un message politique dirigé vers Washington et d'autres capitales occidentales. Une question clé émerge: pourquoi un seul siège devient-il un champ de bataille? Et pourquoi le dossier du Sahara occidental est-il traité comme une clé ouvrant les portes de l'influence et des alliances sur un continent en pleine recomposition? Ancrons d'abord les bases. Le Conseil de paix et de sécurité n'est pas une plateforme symbolique, c'est un organe qui suit les dossiers de guerre et de paix, censé équilibrer les crises du Soudan au Sahel en passant par la Corne de l'Afrique. Un point incontesté: les élections pour les membres du Conseil, pour un mandat de 2 ans, se gèrent au sein des instances de l'Union. Selon le site Amani Africa, les élections de 2026 étaient prévues les 11 et 12 février, et l'Afrique du Nord n'a qu'un seul siège pour cette session. Un siège, 3 candidats. Voilà le moment naturel de friction en politique, avec des voix à négocier, des alignements et des messages codés. Sans liste consensuelle préalable, le siège pourrait ne pas se décider au premier tour, et les élections iraient à plusieurs rounds si aucun candidat n'obtient les 2/3 des voix. C'est là que les coulisses surpassent la scène. Un appel dans un couloir, un accord de dernière minute, ou un retrait qui bouleverse tout. Habituellement, lors d'un second ou troisième tour, des deals froids s'opèrent sans trace écrite, des voix s'échangent contre un soutien mutuel sur un autre dossier, une promesse de coordination dans une autre commission, un arrangement de visite ou l'apaisement d'un conflit latéral. C'est pourquoi les partis agissent calmement en public, tout en évaluant gains et pertes sous la table. Le Maroc entre en force, car Rabat voit cette bataille au sein de l'Union africaine comme une partie de sa lutte pour la légitimité sur le Sahara occidental, selon sa vision. Un site spécialisé écrivait fin novembre 2025 que le Maroc vise à pousser l'organisation continentale à retirer sa reconnaissance de la République sahraoui. Ce siège n'est pas une fin en soi, mais une étape dans un plan plus large, changer le discours africain sur ce dossier. De l'autre côté, l'Algérie défend historiquement le droit à l'autodétermination au Sahara occidental, le considérant comme un principe fixe, indépendamment des circonstances. Tout mouvement dans les institutions de l'Union est lu comme un test de la capacité algérienne à protéger ce principe dans la salle où se forgent les positions africaines. Certains analystes voient la candidature sahraoui au Conseil comme un défi aux États-Unis et à l'Occident, plaçant l'Algérie au centre de cette interprétation. Mais soyons précis, c'est une analyse accusatrice, sans document public prouvant les détails des coulisses. Nous la traiterons comme un indicateur de conflit de narratif, pas comme un verdict final sur ce qui se passe derrière les portes closes. Même sans ton agressif, la réalité suffit à faire monter la tension. Première fois sur la liste des votes, une compétition à 3 pour un siège unique et un dossier historiquement sensible. Un détail astucieux à noter: beaucoup de candidats ont déjà siégé au Conseil, tandis que certains n'ont pas eu d'expérience préalable. Ce genre d'élément peut influencer le vote de pays cherchant de l'expertise plutôt qu'un choc politique. Et la Libye dans tout ça? Son entrée comme candidate ajoute une couche de complexité, car la Libye n'est pas stable, et ses dossiers sécuritaires sont constamment sur la table de l'Union. Voter pour ou contre la Libye n'est pas seulement sur un pays, mais sur une idée. Certaines capitales veulent-elles calmer le siège nord-africain en donnant une chance à la Libye, ou le transformer en arène pour le conflit du Sahara occidental? La question qui nous intéresse maintenant: que gagne l'Algérie de ce parcours? Le gain n'est pas unique. Quand l'Algérie agit dans l'Union, elle veut affirmer que les solutions africaines doivent se forger dans les institutions africaines, selon leurs principes, sans pression externe ou revirement soudain de puissance internationale. Dans un moment où l'influence occidentale recule au Sahel et où les crises régionales s'intensifient, l'Union devient une arène centrale. Qui fixe l'agenda? Qui définit la légitimité? Qui a le pouvoir d'influence silencieuse? Mais il y a un autre aspect. Une polarisation excessive pourrait perturber le fonctionnement du Conseil. Si le Conseil de paix et de sécurité devient un terrain de tir à la corde permanent, cela épuiserait son énergie sur des dossiers politiques symboliques,
alors que le continent a besoin de lui pour des crises quotidiennes brûlantes. C'est pourquoi des élections féroces ne mènent pas toujours à des résultats confortables. Pensez-vous que les batailles dans les institutions ont plus d'impact que celles dans les médias? Partagez votre avis dans les commentaires maintenant. Si vous appréciez ce type de déconstruction calme et réaliste, likez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un intéressé par la politique algérienne, car ça m'aide à continuer ces épisodes. Revenons au fil principal. Pourquoi ce dossier dérange-t-il certaines capitales occidentales? Parce que le Sahara occidental n'est pas qu'une affaire de frontières, c'est une question de légitimité, d'alignement et de précédent dans une organisation continentale. Si un camp impose son récit dans l'Union, les effets s'accumuleront lentement. Décisions, déclarations, comités, puis un langage répété dans les forums. Ce langage forgera les alliances futures. Nous sommes face à deux projets opposés dans la même salle. L'un veut ancrer la présence sahraoui politiquement dans la maison africaine, l'autre veut la réduire ou la neutraliser. Chaque camp utilise des outils différents, diplomatie, alliance, et une lecture fine des équilibres de vote. La politique intelligente n'est ni cri ni menace, c'est une lecture du timing. Et le timing est délicat. Le Sahel vit des transformations, l'Union est occupée par des crises lourdes, et l'Afrique du Nord est une zone de tension et d'intérêts croisés. Toute étape calculée dans le Conseil peut être interprétée de multiples façons et exploitée dans plusieurs directions. Que surveiller dans les jours à venir? Ne courez pas après les gros titres seulement, observez les signaux discrets, qui gardent le silence, qui envoient des délégations, qui ouvrent des canaux en coulisses, qui se posent en médiateur tout en négociant dans l'ombre. Car le jeu ici n'est pas une partie publique, c'est une course à l'influence dans une institution. En résumé, un seul siège au Conseil de paix et de sécurité révèle un conflit plus grand qu'une élection, un combat pour définir la légitimité en Afrique, pour les clés du récit, et pour la position de l'Algérie quand s'ouvrent les urnes. Des détails minuscules changent le cours à la fin. Si vous voulez suivre ce dossier pas à pas, abonnez-vous et activez la cloche. Écrivez dans les commentaires. Pensez-vous qu'on verra des surprises dans les résultats de cette élection, ou que les accords auront déjà tout réglé avant le vote? C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode.